bébés. Je vous remercie. Bonne séance. Ne viendra pas, Monsieur le prix Nobel de la paix, sans avoir souligné à quel point il faut de vous savoir là. C'est très souvent dans ces situations de profond désespoir humain que nous arrivons à saisir l'importance de ce que Nietzsche appelle ces quelques infimes minorités de veilleurs, ou pour reprendre le poète haïtien Jacques-Stéphane Alexis, ces belles amours humaines. Plus qu'un homme d'action, plus qu'un engagement, je pense, vous êtes déjà, Monsieur le prix Nobel de la paix, une inspiration, une très belle inspiration. Alors, je voudrais tourner ma question autour de la reconstruction de la paix. La paix n'étant pas une destination, ce sera certainement une perpétuelle reconstruction, construction. Et à mon sens, un préalable absolument nécessaire, c'est arriver à identifier les facteurs de paix. Comment, dans la situation de la RDC, véritable écheveau de crise, sanitaire, politique, humanitaire, on pourrait réduire les détails, mais profondément économique, comment, là, victimes et bourreaux n'arrivent pas, vous l'avez souligné, ce ne sont pas des figures équivoques, le bourreau est en lui-même victime d'un certain traumatisme. Comment, là où ils arrivent à peine, où ils sont dans l'incapacité de préfigurer l'avenir, comment accompagner les stratégies politiques dont vous avez mis en garde certaines velléités non avouées, des stratégies, je dirais, non immédiatement politiques, pour mettre le point sur les acteurs, les facteurs qui sont en mesure d'intervenir, à quelle échelle et de quelle manière. Je pense qu'en tant que connaisseur de ce terrain, vous pouvez éclairer le commentaire. Merci. Ce que nous attendons par la justice, nous voulons croire que la justice, c'est le châtiment, mais même l'expérience ici à Névork montre que des jeunes qu'on met parfois en prison, ils en sortent plus violents qu'ils étaient avant d'entrer en prison. Et je pense que nous devons être très créatifs. La justice ne doit pas donc avoir comme seul objectif la répression, les châtiments. Je pense que la justice doit aller au-delà. La justice doit permettre plutôt de reconstruire un être qui était détruit. La justice doit permettre d'éviter la répétition des crimes. La justice doit accompagner. Je vous avais dit ici que lorsqu'on n'a pas la justice, par exemple, en ce qui nous concerne, lorsque nous traitons les femmes victimes de violences sexuelles, lorsqu'elles demandent de justice, ce n'est pas forcément pour qu'ils voient leur bourreau en prison. Souvent, c'est tout simplement que leur bourreau puisse leur expliquer pourquoi ils ont fait la démarche et qu'ils ont fait sur leur corps. Quand vous voyez en fait les destructions que ces bourreaux peuvent commettre sur le corps des femmes, c'est tout simplement horrible. Et parfois, les femmes se posent la question, comment c'est arrivé à ce que quelqu'un puisse commettre de tels actes?
Et je ne vois pas un autre cadre où nous pouvons amener à ce qu'il y ait cette libération de la parole, pas seulement du bourreau qui doit s'expliquer, mais aussi de la victime qui a beaucoup de questions. Et je pense qu'il faut être tout à fait innovatif par rapport à la justice et permettre à ce que la justice puisse aider la société à se reconstruire, aider la société à pouvoir corriger, aider la société à éviter les répétitions. Et moi, je crois que les femmes victimes de violences sexuelles, lorsqu'elles réclament justice, celles qui réclament justice, j'ai été toujours touché de voir que les quelques cas que nous avions eu de procès, à la fin du procès, le simple fait de donner à ces femmes un papier qui dit en fait, vous avez gagné le procès contre votre bourreau, ça suffit pour que la femme sente que, en fait, ma dignité m'a été restaurée et que la communauté ne peut plus continuer à me pointer du doigt, puisqu'il y a eu, en fait, ce transfert de honte de la victime vers le bourreau. Et je crois que c'est comme ça que moi, je pense qu'il faut voir une justice réparatrice, une justice qui permet à ce que la société puisse en fait se porter mieux. Je reviens sur cette question. Lorsqu'on voit des femmes victimes de violences sexuelles ou toutes les autres victimes des crimes qui choquent la conscience de notre humanité, ces gens, ils sont choqués par ce qui est arrivé, ils sont traumatisés par ce qu'ils ont subi comme victimes. Mais malheureusement, quand on voit les bourreaux, leur comportement, c'est un comportement aussi de malade. Et donc, dans la société, ce n'est pas les mettre en prison, ou après 10 ans, vous les libérez, ou après, il faut absolument que nous puissions utiliser aujourd'hui la science. Et je crois que le psychotraumatologue, c'est une science qui se développe les 20 dernières années, les 2 dernières décennies, qui permettent en fait de savoir à quel point notre mémoire traumatique, lorsqu'il s'allume, peut nous amener à faire des dégâts répétés, les mêmes crimes, même si on n'est pas dans les mêmes circonstances. Il suffit qu'il y ait tout simplement un petit élément qui allume cette mémoire traumatique, que la personne puisse encore commettre des crimes. Or, aujourd'hui, les psychotraumatologues, ils savent très bien comment traiter ces crimes. Donc moi, je pense que nous devons évoluer avec la justice, que ce soit une justice qui permet la réparation et pas tout simplement la répression. Je pense aussi que la conférence qui vient de prononcer ces jours sera publiée évidemment et dans les actes, en fait dans les actes ou éventuellement dans l'étude interculturelle. Le docteur Mukwege a parlé aussi bien dans son discours à Oslo aujourd'hui du mapping report. Et je me souviens effectivement que c'est à cette occasion que j'ai reconnu, alors que j'ai travaillé au commissariat aux droits de l'homme, et que nous avons eu à nous entretenir longuement, alors qu'il attendait la au commissaire adjoint aux droits de l'homme, Mme Khan. Mais je suis tout à fait d'accord avec la thématique telle qu'elle est abordée. Malheureusement, je me fais quand même des soucis concernant le contexte dans lequel cette reconstruction est envisagée. Parce que j'ai comme l'impression que la cause profonde de la déstructuration de nos sociétés, c'est l'absence d'État. Donc il n'y a même pas d'État. En fait, ce n'est pas simplement le cas de la RDC. Aujourd'hui, vous avez le Mali qui se trouve et beaucoup d'autres États dans la même situation. Donc on n'a pas d'État. Avant de commencer à penser donc à restructurer, à reconstruire, je crois qu'il faut d'abord commencer à construire l'État lui-même. Peut-être est-ce la forme de l'État adaptée à l'Afrique, où il faut envisager un autre type d'État. Parce que nous avons hérité ce type d'État de la colonisation, mais en réalité, les institutions héritées de la colonisation n'ont pas été intégrées dans la pratique et dans la conscience aussi bien populaire que politique. Donc il y a un travail à faire à ce niveau-là. La reconstruction de l'État, et ensuite viendra ou viendront tous les éléments qui constituent cet État, notamment la justice
l'armée, la sécurité, etc. Voilà un élément que je voulais soulever à l'attention du docteur Mukwege. Évidemment, il fait son travail dans un contexte bien déterminé, mais nous pensons que nous devons nous-mêmes, Africains, l'élite africaine et les leadership africains, penser à construire d'abord l'État, qui, à mon sens, n'existe pas encore. À la revue de la chaire UNESCO avec de pertinentes réflexions sur différentes questions ayant trait aux droits de l'homme, à la justice transitionnelle, etc. Et que tous ces travaux sont contenus dans les différents numéros de la revue interculturelle sur le site de notre chaire. Merci beaucoup. Deuxième intervention. Est-ce qu'on peut prendre une dame? Adolescente et tout jusqu'à aujourd'hui. Et je suis en mission à Lyon depuis 2013. Et en fait, quand j'étais en formation, on a fait la formation à Bukavu justement, et nous allions avec mes consoeurs à Panzi pour voir les femmes violées. Et quand je voyais ces femmes violées, je me suis demandé, mais c'est pas possible. Vous savez, dans notre culture, on dit, la femme c'est le pilier de la maison. Quand la femme est détruite, quand la femme est violée, c'est toute la maison qui est violée. Et quand la femme congolaise est violée, c'est toute la nation congolaise qui a été violée, y compris les hommes. C'est-à-dire tous on est détruits. Et qu'est-ce qu'on met en place finalement pour sortir de ces crimes-là? Je me pose une question. Pourquoi le monde entier se tait? Merci. Le monde, pourquoi il se tait en fait? Là, je vois la présence de la MONUSCO. Ça veut dire que c'est la communauté internationale qui est en place. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement pour lutter contre tout ça? Et quand je parle de la violence, je ne vois pas seulement les violences sexuelles, mais il y a d'autres formes de violence. Aujourd'hui, on est en train d'égorger le peuple congolais comme des animaux. J'ai un jeune frère de 14 ans qui ne va pas à l'école parce qu'il doit dormir dehors et garder la sécurité parce que ça ne va pas du coup. Et je me demande, qu'est-ce que la communauté internationale met en place pour arrêter tout cela? Le docteur a parlé de la vérité et de la justice. On ne peut pas construire la paix sans justice. Et pour pardonner, on doit savoir qui a commis ce mal. Et jusqu'aujourd'hui, à chaque fois, vous voyez, moi j'ai essayé de revivre la situation en fait. Une fois dans ma vie, il y avait quelque chose qui s'est passé, les voleurs sont entrés. À chaque fois qu'on appelle la police, elle vient toujours 2 heures après. On appelle la MONUSCO, elle vient 2 heures après. Je me dis, mais est-ce que ces gens ne sont pas complices? Mon frère a parlé de l'absence de l'État. Effectivement, cette absence de l'État, elle m'interroge vraiment. Et le monde, pourquoi il ne peut pas nous aider là-dessus? Le monde, quand je parle du monde, je parle de tous ensemble ici et de tous les autres. Merci docteur pour ce travail que vous faites à Panzi déjà, mais même à Goma, à Butembo, à Beni, partout dans l'est du Congo, il y a des atrocités. Qu'est-ce qu'on met en place finalement pour accompagner toutes ces personnes-là? C'est ma grande question. Merci. Une troisième question, si possible. Écoutez. Alors, une dame. Monsieur le député, oui, honorable, je vous prie, à vous. Moi, je voulais vous dire mon contentement de revoir un docteur que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les Kivu, aussi bien au nord qu'au sud, à Goma qu'à Bukavu. Et puis à l'Assemblée nationale à Paris, à une époque où vous étiez moins connu, et vous aviez besoin de cette reconnaissance internationale, étant moi-même président du groupe d'amitié France-RDC à l'Assemblée nationale française. Un interlocuteur a posé, je crois, la bonne question. Il faut qu'il y ait un état de droit et une justice qui permettent une forme de réconciliation dans les termes que vous avez vous-même posés. Il faut qu'il y ait déjà un État. Il y a belle lurette qu'il n'y a plus d'État en République démocratique du Congo. Alors ma question a peut-être un caractère un peu politique, je ne voudrais pas vous gêner, mais elle tient à l'élection du nouveau président qui vient d'avoir lieu dans votre pays, qui a été élu dans les conditions que l'on connaît. Est-ce que vous pensez que ce président est nécessaire pour faire en sorte qu'enfin
des mécanismes permettant de recréer un véritable État puisse se faire en République démocratique du Congo. Merci. Par ailleurs, lorsque vous voulez construire un État, aujourd'hui par exemple, il y a des mécanismes de la justice transitionnelle. Quand vous prenez tout ce qui est le mécanisme de la justice transitionnelle, il y a effectivement la réforme des institutions qui doit permettre à cette construction de l'État. Et l'État, c'est les institutions, c'est l'armée, c'est la police, etc. Mais quand vous voyez en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui s'est passé après la crise? Il y avait une commission vérité et réconciliation qui, normalement, devrait aboutir à cette construction d'un État de droit. Mais cette commission, c'est la seule commission qui n'a pas fonctionné. Et le fait que cette commission n'a pas fonctionné, le résultat, c'est que, en fait, on a eu des bricolages qui, ça fait 20 ans, il y a l'absence de l'État, et tout ce qu'on peut constater. Nous sommes le seul pays où, en fait, ceux qui ont tué le plus, c'est eux qui ont été le plus promis. Et je pense que ça, ce sont des situations que je trouve aujourd'hui, si on n'a pas l'État, c'est puisqu'on n'a pas essayé d'appliquer des mécanismes qui ont déjà fait leur preuve ailleurs. Et il est absolument nécessaire, et moi, quand je demande à ce qu'on n'a plus parmi, en fait, les outils qu'on peut utiliser pour reconstruire la paix en République démocratique du Congo, j'ai parlé de la justice transitionnelle et j'ai parlé effectivement de pouvoir utiliser tous les outils de la justice transitionnelle, qui sont des outils qui ont déjà prouvé leur capacité de transformer des sociétés. On peut voir ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Et malheureusement, je crois que la deuxième chose, c'est que vous allez voir que dans plusieurs pays, lorsqu'on fait des négociations de paix, je ne sais pas comment nous arrivons toujours à cette conclusion en Afrique, de vouloir nous positionner et ne pas tenir compte du résultat final. C'est à cause de ça que souvent on accepte de siéger, par exemple, avec des criminels, et on sacrifie la justice à l'autel de la paix en disant on va faire la paix, tout le monde vient ensemble, et puis voilà, on va faire quelque chose pour permettre à ce que tout le monde soit tranquille. Je crois que ça, c'est la responsabilité de nos Africains. Nous ne devons pas prendre des décisions qui n'ont jamais fait leur preuve ailleurs pour essayer de les tester dans des conditions aussi difficiles. Et je pense que c'est fait de sacrifier toujours la justice sur l'autel de la paix a comme résultat l'absence, en fait, de cet état de droit à laquelle nous souhaitons. Et je voulais donner un troisième de l'honorable député. Nous faisons des gouvernements qu'on appelle des gouvernements d'union nationale. Bon, c'est un principe que moi je trouve, si vous voulez faire la politique, ou vous acceptez d'être dans l'opposition, puisque vous n'êtes pas d'accord avec l'idéologie et la façon de réfléchir de l'autre, ou alors vous êtes dans la majorité, à ce moment-là, vous acceptez d'assumer les actes que vous posez. Mais souvent, nous manquons d'avoir des États forts, puisqu'il n'y a pas vraiment la démocratie. Il y a cette envie d'être au pouvoir, et donc, être au pouvoir, on accepte tout, même si vous ne partagez pas la même façon de penser, vous ne partagez pas la même idéologie, mais on dit, bon, mais pour que tout le monde soit content, faisons un gouvernement d'union nationale. Et les intellectuels acceptent. Alors qu'on peut jouer un bon rôle en étant opposant pour son pays, on peut jouer un très bon rôle de pouvoir faire des critiques qui permettent à ce que le pays puisse avancer. Mais souvent, nous acceptons ce gouvernement d'union nationale, que moi je ne sais pas ce que ça signifie, puisque bon, vous prenez, enfin je ne vais pas prendre des exemples en France, mais je sais qu'il y a des partis que vous ne pouvez pas mettre ensemble. Pourquoi nous les acceptons? Et je pense que le fait d'accepter ces principes, ça nous amène à quelque chose qui ne ressemble à rien, qui n'est pas un État, qui n'est pas une démocratie, mais plutôt un système de prédation où tout le monde veut être là pour pouvoir se servir. Et donc, créer un véritable État en République démocratique du Congo, moi j'ai dit oui,
il a la possibilité de le faire. Mais il faut qu'il ait la volonté de le faire. Il faut qu'il soit capable de pouvoir dire, bon voilà, je vais utiliser les prérogatives du chef de l'État pour aider mon pays à s'en sortir. Et moi, je crois qu'il n'y a que deux possibilités. Pour moi, il ne peut que être dans une cohabitation politique. Ça veut dire tout simplement qu'il est président de la République et le gouvernement est de la majorité. Mais dans ses prérogatives de chef de l'État, il est le garant de la Constitution. Et l'article 69 de notre Constitution permet au président de la République de faire l'arbitrage lorsque tout acte qui est posé, qui est contraire à la Constitution, le président de la République peut s'opposer. C'est comme par exemple l'élection des sénateurs, où on a vu une corruption qui dépasse tout entendement. Ça s'est marchandé, et donc on savait qu'aujourd'hui, la Cour, pour être sénateur, il faut payer $20 000. Le lendemain, on vous dit, maintenant on paie $25 000. Après, bon, jusqu'à $50 000 par député, il fallait corrompre avec des sommes énormes pour être député. À tel point qu'il y a eu des députés, où il y avait des députés de certains partis politiques, mais qui n'ont pas voté leur candidat sénateur, puisque tout simplement, ils ont pris l'argent de ceux qui pouvaient payer ces postes. Et là, le président de la République, il avait en fait cette prérogative de dire l'élection, ce n'est pas une corruption, ce n'est pas un marché où on achète une voix. L'article 69 de notre Constitution. Et il avait aussi cette capacité de pouvoir porter plainte à la Cour de cassation. J'ai appris il y a 2 jours qu'il s'est rétracté. Et je pense que lorsqu'on se rétracte, en fait, ça veut dire que tout simplement, on est complice. Cette direction de construire un état de droit. Puisque je pense que s'il tenait à cette position, ça serait un signal fort pour dire je n'accepte pas la corruption. Ça pouvait aboutir à une crise politique. Mais ce n'est pas ça qu'il faut craindre lorsqu'on est homme politique. On doit savoir que parfois il y a des risques qu'il faut prendre pour combattre certaines pratiques, et surtout les pratiques qui empêchent d'installer un état de droit. Et donc moi je pense que tout dépend de lui. On n'a pas encore un gouvernement, 2 mois après la prestation des serments. Mais ce qui est vrai, s'il entre dans la logique de faire une coalition, donc qui serait l'équivalent de gouvernement d'union, donc on prend l'extrême gauche et l'extrême droite, on les met ensemble. Bon, je ne sais pas ici qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, mais en Afrique, apparemment, ils arrivent à se dire quelque chose. Je ne sais pas comment ils font, mais à mon avis, c'est vraiment une façon de diriger qui n'est pas en faveur du peuple. C'est vraiment une façon de diriger en faveur des dirigeants, du pouvoir qui se partagent tout simplement le butin, et la population est abandonnée puisqu'il n'y a pas une opposition forte pour pouvoir dire non à ce que le gouvernement est en train de faire. Et moi j'espère que, j'ai dit toujours, il n'est pas tard, peut-être qu'il peut décider de laisser le gouvernement gouverner et lui qui puisse présider et être garant de la Constitution, il peut faire un grand changement à la République démocratique du Congo. Ça peut aboutir à une crise, mais je ne pense pas, vous êtes un homme politique, il croit, il a la conviction et il va au bout de sa conviction, même si ça peut entraîner une crise politique, s'il a des arguments pour dire je ne peux pas céder à une bêtise, mais il tient. Et je crois qu'il a la capacité, s'il veut. Merci.